Martial Brun, merci de participer à notre Assemblée Générale. Je vais commencer par une première question. Martial, qui es-tu? Bien, bonjour d'abord à tous, très heureux de participer à cette Assemblée Générale, même en différé. Je ne peux malheureusement pas être présent physiquement aujourd'hui. Alors je suis Martial Brun, je suis le directeur général de Présence. Présence, c'est le réseau des services de santé au travail interentreprises. Il y en a quelques 230 en France, qui suivent quelques 15 millions de salariés du secteur privé pour le compte d'1 500 000 entreprises. Donc nous intervenons essentiellement dans le secteur privé, même si on a quelques interventions dans le secteur public, que ce soit fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale ou d'État. Et ces services de santé au travail existent depuis 1946, avec un fondement, c'est la responsabilité de l'employeur. Depuis 1946, alors que se crée la sécurité sociale, on n'a pas intégré la santé au travail à la santé publique, au ministère de la Santé, mais au monde du travail, à la responsabilité des entreprises. On a considéré que l'entreprise devait, au moment de la signature d'un contrat de travail, assurer santé et sécurité aux salariés. Le monde du travail a néanmoins évolué. Les conditions sanitaires ont évolué évidemment depuis 1946 et on a ressenti le besoin de faire évoluer ce système de la médecine du travail, du système de santé au travail, par 4 réformes successives en 20 ans. Pour vous dire que le modèle avait besoin d'être rénové, et la dernière est intervenue le 2 août dernier avec la publication de la loi pour l'amélioration de la prévention en santé au travail. Alors Martial, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? Alors, avant de vous décliner ce qu'il y a dans cette réforme, il faut comprendre pourquoi on évolue. En 2002, il y a eu cette première réforme législative d'envergure où on a fait évoluer les compétences au sein d'un service de santé au travail. Jusqu'à présent, pendant 55 ans, la présence des médecins du travail a fait que le suivi individuel était central. La visite annuelle, que tout le monde connaît, a créé un sillon très profond, d'ailleurs dans les pratiques, dans ce qu'attend l'entreprise, et le médecin du travail était la compétence unique et clé du système de santé au travail. Et puis en 2002, elle a évolué. On a introduit d'autres compétences à côté du médecin du travail, qui reste toujours la compétence clé, des ergonomes, des psychologues du travail, des techniciens HSE, hygiène et sécurité. Et donc cette évolution correspondait aussi à une impulsion de la Communauté européenne qui a non seulement confirmé la responsabilité de l'employeur, mais a dit qu'un service de santé au travail devait se doter de compétences pluridisciplinaires. En 2011, une autre évolution d'importance en France, c'est la redéfinition de la mission des services de santé au travail. Elle n'est plus confiée seulement aux médecins du travail, mais à l'entité, le service de santé au travail en tant que personne morale, et à toute l'équipe pluridisciplinaire. Et puis il y a une deuxième évolution très importante en 2011, on a décidé de prioriser l'action. Depuis 1946, tout reposait sur une visite systématique, annuelle. En 2011, on dit qu'il faut prioriser l'action, en fonction de l'état de santé, des risques, de l'âge. Et cette priorisation a renversé un petit peu les modes de fonctionnement, et pour l'entreprise, des changements importants. On a commencé à avoir des différences dans le traitement et qui étaient faites d'une entreprise à l'autre. Malheureusement, la réglementation qui a suivi cette réforme de 2011 a confirmé tous les systématismes de la visite médicale. Donc on s'est retrouvé dans une forme de contradiction, priorisée mais systématisée. Les deux étaient incompatibles en termes de moyens. Donc en 2016, nouvelle réforme législative, on a priorisé les visites médicales. Et on a dit que dans une période de 5 ans, ce rythme de la visite médicale pouvait s'adapter. Là encore une fois, en fonction de l'âge, des conditions de travail, des risques, mais que tous les salariés, dans une période de 5 ans, devaient être vus soit par un médecin du travail, soit par une infirmière de santé au travail. Autre évolution de 2016. Cette réforme de 2016 a ouvert des nouvelles possibilités pour concentrer aussi l'action en milieu de travail, pour s'inquiéter des conditions de travail réelles et améliorer l'évaluation des risques, prévoir les actions de prévention pour avoir du temps pour ces actions et cibler, encore une fois, le suivi individuel. Malheureusement, pas d'évaluation de cette réforme de 2016. D'ailleurs, pendant 3 ans,
il n'y a eu aucun chiffre sur l'activité des services de santé au travail, d'une manière étonnante, puisque tous les ans, les services de santé au travail donnent des chiffres, rendent compte de leur activité à leur tutelle, qui est celle du ministère du Travail, des directions régionales du travail, mais il n'y avait plus de chiffres. En 2017, une nouvelle majorité présidentielle voit le jour, et il est envisagé la refonte du modèle social. 3 grands pans à cette refonte du modèle social: l'assurance chômage, la retraite et la santé au travail. Le gouvernement demande à une députée, Mme Charlotte Lecocq, de produire un rapport pour fonder cette réforme de la santé au travail. Et en 2018, Mme Lecocq rend son rapport. Alors ce rapport a fait beaucoup discuter. En effet, le modèle proposé était très centralisé. Vous connaissez sans doute tous maintenant l'agence France Compétences, qui a centralisé et les fonds et un certain nombre d'éléments de décision des politiques de formation. Il était envisagé France Santé au Travail avec une agence nationale, l'argent prélevé par l'URSSAF centralisé au niveau parisien et redescendu dans des agences régionales qui allaient décliner le service auprès des entreprises. Beaucoup ont vu dans cette option très centralisée une perte de proximité du service à rendre, du service rendu. Et les partenaires sociaux eux-mêmes ont senti ce décalage avec les réalités de terrain et ont souhaité se réinvestir dans ce sujet de la santé au travail. On souhaitait négocier. Alors ça a pris du temps. Bien sûr, au milieu de cela, crise des gilets jaunes, Covid, cette réforme a mis du temps à aboutir, mais les partenaires sociaux ont quand même pris le temps de cette négociation. Et ils ont négocié et ils ont conclu un accord. C'est l'ANI, l'accord national interprofessionnel de décembre 2020, qui a complètement modifié les premières intentions du gouvernement, puisqu'une proposition de loi a vu le jour sur la base de cet accord des partenaires sociaux, qui a repris pour l'essentiel le contenu de leurs négociations. Alors qu'y a-t-il dans l'accord de ces partenaires sociaux? Eh bien la confirmation quelque part de l'existant en termes de structure, c'est-à-dire qu'on confirme l'existence de ces services de santé au travail qui sont les acteurs les plus présents sur le territoire, qui couvrent tout le territoire national et d'outre-mer, et qui permettent d'intervenir au plus près des entreprises. On en confirme l'existence, la structure et le financement de proximité. Mais les partenaires sociaux ont souhaité qu'on précise qu'on attend d'un service de santé au travail. Non seulement qu'on le précise, mais qu'au-delà qu'on le certifie. Que l'action et le service à rendre aux entreprises soient certifiés par un audit extérieur. Et ça, on le retrouve dans l'accord des partenaires sociaux. Alors il y a beaucoup de choses dans cet accord des partenaires sociaux qu'on va retrouver dans la loi. Et l'accent des partenaires sociaux a surtout voulu mettre en évidence que la prévention primaire, ce qu'on appelle la prévention primaire, celle qui s'exerce le plus en amont des problèmes de santé, puisse être de plus en plus prégnante dans toutes les actions des entreprises, dans tout ce qu'on va développer autour de la santé au travail. Donc ce message de la prévention, on va le retrouver dans quelque chose de très symbolique. Ils ont souhaité que les services de santé au travail s'appellent des services de prévention et de santé au travail. Alors au-delà de ce nom, des services de santé au travail, il y a un réengagement des partenaires sociaux dans le pilotage du dispositif. Beaucoup de critiques avaient été émises quant au pilotage de 230 services de santé au travail partout en France, dispersés avec leurs particularités. Et le fait que les partenaires sociaux aient souhaité se réinvestir, ainsi que l'État, dans le pilotage de ce dispositif, devrait garantir plus de cohérence et de lisibilité dans le service rendu. Alors Martial, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Alors qu'est-ce qui va changer? De nombreuses choses. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas faire la liste exhaustive de ce qui va être modifié, d'autant plus que nous attendons encore de nombreux décrets qui vont venir. La loi est prévue pour être appliquée en mars 2022. Nous verrons si les décrets sont à ce moment-là tous parus, mais nous ne saurons exactement ce qui va changer qu'à ce moment-là. Cependant, de nombreux points peuvent être évoqués déjà à ce stade. Quant à la mission générale, elle n'évolue pas tellement
on retrouve la phrase historique qui est que le service de santé au travail doit éviter toute altération de la santé du fait du travail. C'est-à-dire que l'intention est d'agir sur le facteur travail, faire en sorte que le travail ne porte pas atteinte à la santé. L'évolution vient dans la phrase suivante, où on dit que le service de santé au travail, dans le même temps, devra poursuivre des objectifs de santé publique pour faire en sorte que les salariés aient une bonne santé pour pouvoir continuer leur activité professionnelle dans de bonnes conditions et au-delà pendant la retraite. Donc on est en train de décloisonner le concept santé-travail, le côté santé publique, le concept santé publique, de manière à aborder la santé d'une manière globale. Mais le lien avec le travail est toujours le déterminant. La mission donc, elle est toujours la même. D'abord, aider l'entreprise à évaluer ses risques, à prendre conscience de quels dangers elle doit traiter. Ensuite, la connaissance de ces risques, des conditions de travail, peut être confrontée à une deuxième connaissance qu'a le service de santé au travail, c'est l'état de santé des salariés, à travers un suivi individuel qui est bien sûr confirmé. On verra avec d'autres possibilités d'intervention d'autres acteurs. La double connaissance des conditions de travail et de l'état de santé des personnes permet aux médecins du travail et à l'équipe pluridisciplinaire dans son ensemble de proposer des conseils pour améliorer la prévention, pour améliorer les conditions de travail. C'est la troisième mission, la mission de conseil. Toutes ces données recueillies sur les conditions de travail, sur l'état de santé, permettent d'avoir non seulement une traçabilité des informations, de l'état de santé et des risques, mais aussi de faire de l'épidémiologie, d'exploiter ces données pour ensuite cibler et mieux repérer les foyers sectoriels, d'entreprises où les risques peuvent porter atteinte à la santé. Et c'est une mission aussi à part entière des services de santé au travail. Cette mission étant confirmée, il y a quand même des évolutions techniques qui sont importantes pour l'entreprise. Je vous le disais tout à l'heure, l'intention des partenaires sociaux est de renforcer la prévention primaire. La prévention primaire, elle a un outil qui existe depuis très longtemps, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il est confirmé. Il est confirmé pour toutes les entreprises. On a même souhaité qu'il soit dématérialisé pour faciliter sa traçabilité, pour permettre à toutes les parties prenantes d'y avoir accès, et notamment aux salariés qui pourraient faire valoir ses droits à un moment donné, et donc il sera dématérialisé à une échéance qui est plutôt 2023, mais toutes les entreprises devront dématérialiser leur document unique. Pour les entreprises de plus de 50 personnes, ce document unique devrait être absolument associé à un programme de prévention. Un programme de prévention, c'est quoi? Des objectifs, un calendrier. Et ce programme sera annuel. Donc c'est vraiment l'intention du législateur et des partenaires sociaux de structurer non seulement l'analyse des risques, mais surtout l'action qui va en découler. Et de permettre de suivre ces actions. Donc ça, c'est un point très fort de la réforme. C'est une obligation supplémentaire, et notamment pour les entreprises de plus de 50. Alors, je dis pour les entreprises de plus de 50 personnes, ce sera formel, ce programme de prévention. Pour les entreprises de moins de 50, qui sont la majorité, 80% des entreprises comptent moins de 10 salariés en France, eh bien, ce programme d'action sera inclus dans le document unique. C'est généralement ce que font les acteurs. Mais voilà, on a bien situé le besoin de créer un programme d'action. Ce n'est pas seulement de l'analyse, ce n'est pas simplement une conformité réglementaire, c'est s'engager dans un programme d'action. Et là, Martial, les services de santé au travail ont un rôle à jouer. Bien sûr, une entreprise de petite taille a souvent peu de moyens pour faire l'analyse complète des risques. Quand on parle de risques chimiques, de risques parfois organisationnels dans certains aspects, les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, on a parfois besoin d'un ergonome, d'un ingénieur chimiste, d'un technicien HSE, hygiène et sécurité. Et donc ces compétences sont présentes dans le service de santé au travail. Vous savez, un service de santé au travail inter-entreprise, c'est une entreprise trop petite pour avoir des moyens en propre, qui crée une association de droit privé, qu'elle finance, pour avoir ses moyens partagés. Eh bien, le service de santé au travail sont ces moyens partagés. Alors, comme autre évolution, il y a aussi le passeport de prévention.
nous sommes toujours dans l'esprit de développer la culture de prévention. Et pour développer la culture de prévention, eh bien, il faut aussi acquérir des compétences. Eh bien, on va suivre les compétences acquises du salarié à travers un passeport. Ça va inciter à former les salariés à la prévention des risques professionnels. Alors ce passeport prévention, je dirais un outil de plus, pourra s'inclure dans le passeport formation, puisqu'on parle de compétences. Là aussi, les modalités seront précisées par décret. Donc ça, c'est un aspect important et une innovation de la loi du 2 août 2021. Ensuite, un chapitre important concerne la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors je pourrais vous dire trivialement que tout ce que fait le service de santé au travail est de la prévention de la désinsertion professionnelle. Le service de santé au travail, depuis l'embauche, ne fait rien d'autre que de la prévention de la désinsertion professionnelle. Mais dans l'esprit du législateur comme des partenaires sociaux, quand on parle de prévention de la désinsertion professionnelle, on parle de ce qu'on appelle la prévention tertiaire, celle qui intervient quand il y a déjà un problème de santé. Et on cherche à maintenir la personne en emploi, si ce n'est dans son emploi. Pour cela, le législateur a prévu que chaque service de santé au travail aurait obligatoirement une cellule dédiée. On pourra retrouver des compétences spécifiques, y compris d'assistants sociaux, qui permettent d'accompagner le salarié dans les difficultés dans lesquelles il se trouve, mais aussi l'entreprise, pour trouver des solutions d'adaptation des postes de travail. Il y aura une meilleure liaison entre l'assurance maladie et les services de santé au travail par un échange d'informations. Quand un salarié est absent d'une manière répétée ou d'une manière longue pour une maladie importante, des échanges d'informations permettront de déclencher, y compris pendant l'arrêt de travail, des contacts qui permettront d'anticiper le retour à l'emploi, les modifications ou même le parcours professionnel du salarié. À ce titre, il a été prévu, et c'est aussi une innovation, la création d'un rendez-vous de liaison. La capacité pour l'employeur, même pendant l'arrêt de travail, de contacter le salarié pour lui proposer un rendez-vous. Le salarié pourra toujours refuser, mais c'est la possibilité qui est donnée à l'employeur de contacter son salarié en arrêt, en longue maladie, pour voir avec lui quelles solutions anticiper. Le salarié peut provoquer aussi cet entretien. Et cet entretien devrait permettre, comme le fait la visite de pré-reprise, qui est une autre modalité, mais qui n'est qu'entre le salarié et le médecin du travail, de permettre de voir, d'anticiper le retour à l'emploi, l'adaptation du poste de travail, voire le changement de carrière professionnelle. D'ailleurs, des dispositifs de conversion professionnelle sont aussi associés à cette loi du 2 août 2020. Donc un grand chapitre sur la prévention de la désinsertion professionnelle et de nouvelles possibilités d'anticipation des situations offertes aux entreprises et aux salariés. Un autre point non négligeable, et le législateur a souhaité en faire un chapitre à part entière, sur le risque chimique. C'est un risque très difficile à appréhender puisque les effets sont souvent différés, à 30 ans. Donc on a introduit la capacité pour le médecin du travail de déclencher, en fonction des expositions, du type de produit auquel a été exposé le salarié, un suivi non seulement post-exposition, c'est-à-dire pendant sa carrière professionnelle, je change de poste, j'ai été exposé à des produits potentiellement dangereux, je vais bénéficier d'un suivi post-exposition. Et je bénéficierai aussi, en lien avec mon médecin traitant, d'un suivi post-professionnel. C'est-à-dire que même après l'arrêt de mon activité professionnelle, comme ces effets sont très différés, je continuerai à être suivi sur certains paramètres, selon le produit que j'ai utilisé, de manière à garantir ma santé. Je viens de faire le lien avec le médecin traitant. Là aussi, c'est une intention très ferme, alors là, je vais dire plus des députés, du gouvernement, de décloisonner cette santé au travail et cette santé publique. Et la manière la plus, je vais dire, visible de décloisonner, c'est de donner accès au médecin du travail au dossier médical partagé, au DMP. Le dossier médical partagé contient, si le salarié le souhaite, si la personne le souhaite, des informations sur son parcours de santé. Eh bien, dans, là aussi, quelques mois, puisque un décret est attendu pour fixer exactement les modalités, il y aura un volet santé-travail dans le dossier médical partagé. Et cet échange de formation pourrait être très précieux dans le suivi de mon parcours de santé.
Vous savez, quand vous êtes exposé justement à des risques chimiques, à des solvants, il peut être très intéressant pour un gastro-entérologue de savoir que vous avez été exposé à ces produits. Comme pour le médecin du travail, il peut être très intéressant de savoir que vous avez certaines pathologies en fonction du poste que vous allez exercer. Si vous êtes grutier et sujet au vertige, il est assez simple de constater, si ce n'est pas spontané, que le poste n'est peut-être pas adapté aux salariés. Cet échange d'informations sera toujours conditionné à l'accord de la personne. Le dossier médical partagé reste la propriété du salarié et du citoyen, mais c'est une chance qui est offerte aux citoyens quelque part de pouvoir partager de l'information médicale entre les différents praticiens. Une introduction aussi nouvelle, on change un peu de registre, mais c'est important pour les entreprises, elles devront l'anticiper, c'est une visite de mi-carrière. Nous sommes toujours dans l'esprit d'anticiper les situations. Elle devrait se situer autour de 45 ans, avec une marge de manœuvre d'1 ou 2 ans. Elle pourra se coupler avec une autre visite médicale qui était déjà prévue. Mais cette visite de mi-carrière permettra de faire le point, bien sûr, sur l'état de santé, sur la carrière, s'il y a un début d'usure physique, s'il y a des limites qu'on peut anticiper dans l'exercice. Certains métiers sont très exigeants, cardiaquement, physiquement. Eh bien, on va faire le point à la mi-carrière, de manière à anticiper le plus tôt possible, d'une manière, j'allais dire, souvent décontractée parce que le problème n'est pas encore là, mais d'anticiper les sujets, d'en parler, de manière à permettre aux salariés, comme à l'entreprise en conséquence, d'anticiper les évolutions. Voilà pour les grands pans de l'évolution pour l'entreprise. Il y en a une dernière qui n'est pas négligeable. C'est la possibilité, enfin, même si certains services le faisaient déjà, enfin offerte à l'employeur non salarié d'avoir accès aux services de suivi de l'état de santé, de conseils de prévention. Je le disais tout à l'heure, 80% des entreprises ont moins de 10 salariés. Souvent, l'employeur est exposé exactement au même risque que ses employés. Il était nécessaire d'ouvrir, et certains, je vous dis, services de santé au travail l'avaient déjà fait, d'ouvrir ces services aux employeurs. Voilà. De la même façon, le législateur a souhaité que cette possibilité soit aussi offerte aux indépendants, ceux qui n'ont pas de salariés, mais qui sont indépendants, moyennant une convention particulière, ils pourront, s'ils le souhaitent, accéder au service du service de santé au travail, du service de prévention et de santé au travail interentreprise. L'ensemble de ce que je viens de vous présenter va constituer une nouvelle offre de service, je vous le disais, articulée sur l'aide à l'évaluation des risques, le suivi individuel de l'état de santé, le conseil, la traçabilité et la veille sanitaire. Et l'effectivité de ce service à rendre à l'entreprise sera vérifiée par un audit extérieur de tierces parties. Ce n'est pas négligeable parce que cet audit, s'il n'était pas positif, mettrait en jeu à terme l'existence même du service de santé au travail. Donc c'est une contrainte très forte qui est introduite sur l'effectivité du service à rendre aux entreprises et qui répond à certaines critiques. Je le disais tout à l'heure, l'espacement des visites, l'introduction des infirmières, accompagné de peu de pédagogie de la part des partenaires sociaux comme des pouvoirs publics, a interrogé beaucoup d'entreprises sur une dégradation du service rendu. Là, on va venir le vérifier de l'extérieur, que le service qui est à rendre est bien rendu. Et ça conditionnera l'existence à terme du service de santé au travail. Donc c'est un point très important aussi introduit dans cette réforme. Côté moyen, pas de grandes évolutions. Je vous le disais, le médecin du travail reste la compétence clé. Malheureusement, la loi n'a pas prévu grand-chose, pour ne pas dire rien, sur le renforcement de la démographie des médecins du travail. C'est un regret de notre part, mais c'est une réalité. On cible mieux, c'est vrai, le suivi individuel, ce qui permet d'économiser du temps aux médecins du travail. D'autres acteurs pourront intervenir, les infirmières le font déjà, et elles vont continuer à pouvoir intervenir. Je sais que la ST74 a très tôt anticipé cette évolution en embauchant des infirmières de manière importante. Ça permettra d'avoir un suivi très régulier des salariés. Le législateur a prévu d'autres options pour élargir ce champ de compétences sur le suivi individuel. La possibilité de recourir à ce qu'on appelle des médecins praticiens correspondants, qui sont généralement des généralistes, qui acceptent par conventionnement, pour une part de leur temps,
de suivre des salariés qui sont exposés à des risques dits faibles. Les risques forts continuent à être dévolus aux médecins du travail. On va aussi bénéficier à terme d'infirmières qu'on dit en pratique avancée. La pratique avancée, c'est quoi? C'est un acte médical qu'on confie à un auxiliaire médical. Donc on va former des infirmières spécifiquement pour assumer certaines fonctions que peuvent assumer un médecin. Mais ça demandera là aussi plusieurs mois, quelques petites années, avant que ce type de personnel pénètre d'une manière assez importante les services de santé au travail pour jouer un rôle, là encore une fois, massif, qui ferait système. Ceci dit, malgré l'introduction de ces compétences, ayez bien en tête que le médecin du travail reste l'acteur clé de l'équipe pluridisciplinaire, celui qui va coordonner les actions. Et pourquoi? Parce que le médecin du travail est le seul à avoir la double compétence de la connaissance des postes de travail, des risques et de l'état de santé. Il fait une formation spécifique de 4 ans après les études générales pour avoir cette connaissance de spécialiste et cette double connaissance. Ce qui permet de donner des conseils au moment où s'engage la vie professionnelle du salarié, au moment où il y a une discussion sur l'aptitude, l'inaptitude, d'avoir le conseil le plus fort, le plus adapté en fonction de la situation. Donc le médecin du travail reste l'acteur clé de l'équipe pluridisciplinaire. Au-delà de ces aspects pratiques, de compétences, de moyens, il va y avoir des modifications un peu de pilotage, je le disais tout à l'heure, avec un réinvestissement des partenaires sociaux et de l'État. Et ce réinvestissement des partenaires sociaux dans le pilotage va être décliné jusqu'au service de santé au travail. Et en mars 2022, tous les mandats des administrateurs des services de santé au travail, de votre association, seront remis en jeu. Avec une modification importante du côté patronal, ce sont les organisations patronales qui vont désormais désigner les représentants employeurs. Jusqu'à présent, c'était l'Assemblée générale qui décidait des administrateurs employeurs. Les organisations syndicales de salariés désignaient déjà leurs membres. Je vous rappelle, votre conseil d'administration est composé à parité de représentants de salariés et de représentants d'employeurs, avec un président qui est toujours employeur. Toujours employeur pour des raisons de responsabilité. Je ne reviens pas sur la responsabilité fondamentale des entreprises vis-à-vis de la santé-sécurité, mais c'est confirmé pour la 4e réforme législative. Le président est un employeur puisqu'il porte quelque part cette responsabilité de tous ses adhérents et doit assumer au nom des entreprises cette responsabilité in fine. Mais c'est administré paritairement. Le dernier aspect qui est modifié et qui intéresse en général toutes les entreprises, c'est l'encadrement des tarifs. Tous les rapports ont fait état de différences de tarification d'un service à l'autre. Et c'est normal, puisque les compétences mobilisées, l'immobilier, la géographie varient d'un territoire à l'autre. Cependant, le législateur a souhaité que ces différences soient encadrées, dans une fourchette qui sera déterminée par décret. L'objectif est de tourner autour d'une moyenne nationale, qui est aujourd'hui d'une centaine d'euros hors taxe, et de déterminer par décret jusqu'où cette cotisation peut aller. Ainsi, nous devrions obtenir une lisibilité à la fois de l'offre proposée et des tarifs qui seront pratiqués. L'entreprise aura toute information à sa disposition. J'ajoute que le service pourra aussi proposer, au-delà de cette offre socle, une offre complémentaire. C'est par exemple, quand on a besoin, on refait une chaîne de montage, l'intervention peut être très lourde et sortir du cadre de la mutualisation entre tous les adhérents. À ce moment-là, le service pourra facturer en sus des actions de santé au travail. Voilà pour l'essentiel des évolutions autour de ces tarifs. Je précise sur les tarifs que le service de santé au travail bénéficie d'un éclairage particulier sur sa gestion financière. Non seulement il a un commissaire aux comptes, un trésorier issu du collège des salariés, une commission de contrôle, et dans la certification dont je vous parlais tout à l'heure, il y aura certification de l'organisation, certification du service rendu, certification de la gestion des données informatiques pour s'assurer que tout est fait dans les règles, et aussi certification de la gestion financière.
Donc le service de santé au travail devrait être un organisme particulièrement bien doté en termes de transparence financière et de rigueur de cette gestion. Merci Martial. Est-ce que tu pourrais éclairer les prochaines étapes? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la grande échéance, c'est le 31 mars 2022. Cette loi est officiellement applicable au 31 mars 2022. Ceci dit, plusieurs décrets sont attendus, de nombreux décrets sont attendus pour préciser les choses. Donc nous verrons au 31 mars 2022 si l'ensemble de ces décrets sont parus, et même si ces décrets sont attendus pour le 31 mars 2022, il y a des échéances d'application qui pourront aller jusqu'à 2023, 2024, selon les sujets. Je parlais de la dématérialisation du DU, de l'intégration dans le dossier médical partagé d'un volet spécifique santé-travail, ou encore de la certification des services de santé au travail. Il faut évidemment un délai de mise en œuvre pour ces différents éléments. En tout cas, cette réforme et la réussite de cette réforme dépendra de la manière dont les acteurs de terrain s'en saisiront. Il faut bien comprendre d'où on vient. Nous avions un rapport de Madame Lecoq dans une version très étatisée, très centralisée. Finalement, le législateur a confirmé sa confiance au terrain, aux acteurs de terrain, aux entreprises qui gèrent et administrent un service de santé au travail. Donc, tout le monde est mis en responsabilité. Je vous disais, réinvestissement aussi des partenaires sociaux et de l'État. Tout le monde est mis en responsabilité pour que cela réussisse. Ça demandera l'engagement de tous les acteurs, qu'on soit dans l'entreprise, dans un conseil d'administration de services de santé au travail ou dans les instances de pilotage des plans santé-travail, mais je ne reviens pas sur ce point-là. Vous dire que, là aussi, le résultat de cette réforme, c'est que votre Assemblée Générale, du coup, votre conseil d'administration, ont toujours un pouvoir de décision. Sur le service à rendre aux entreprises de Haute-Savoie, pour s'adapter à votre géographie largement montagnarde, et cette proximité de décision est très importante. Et je me permets de souligner et de saluer votre président, Serge Le Simple, puisque non seulement il est le président de votre association, mais il a été, pendant toute cette phase de pré-réforme, le président de présence de l'association nationale qui fédère les services de santé au travail interentreprises. Et donc son engagement n'est pas seulement local, il a été aussi national pour permettre le maintien de cette proximité et ce service rendu aux entreprises. Le dernier mot que je voudrais vous dire, c'est que l'importance de réussir aussi cette réforme est associée à des enjeux de société que tout le monde peut comprendre. Qu'on le veuille ou non, la population active française vieillit. Il y a des enjeux sur nos comptes sociaux qui sont considérables, des enjeux aussi liés à la retraite, aller travailler plus longtemps et en bonne santé et après la retraite. Tout cela, nous le comprenons tous. Le décloisonnement voulu par le législateur, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans l'émission, mais une ouverture est faite autour de la vaccination, on le comprend bien après l'année et demie que nous venons de passer, mais un rôle peut être dévolu, et c'est le cas aujourd'hui sur la vaccination Covid, au service de santé au travail, mais aussi de promotion de l'activité physique, du sport, qui est aussi désormais une mission annexe donnée au service de santé au travail. On n'est jamais autant sédentaire qu'au travail. Donc l'activité physique est aussi très importante pour se maintenir en bonne santé. Tous ces enjeux-là, nous les comprenons. La difficulté, c'est de les traduire dans des gestes quotidiens, dans une appréhension de l'organisation du travail au jour le jour. Donc c'est ça qui est en jeu dans cette réforme de santé au travail. Et finalement, ce qu'a voulu le législateur et les partenaires sociaux le permet. Mais ça dépend beaucoup de la volonté des acteurs de terrain. Donc je souhaite que votre Assemblée Générale, l'ensemble des adhérents de Haute-Savoie, puissent s'investir justement dans ces nouvelles possibilités pour améliorer la santé et la prévention en santé au travail. Je vous remercie. Martial Brun, merci infiniment. À bientôt.